Bonjour, je suis vraiment très contente de faire partie de ce symposium-là. J'ai tout écouté depuis le début. J'étais comme, mon Dieu, on va s'écouter ça en boucle, tout le monde. C'était tellement important. Autant Andréane qui parlait des enjeux reliés justement à l'image corporelle, au poids, l'impact, que Benoît Arsenault par rapport aux déterminants du poids, puis toutes les fausses croyances dont on n'entend pas assez parler. Puis finalement, j'ai trouvé que le témoignage de Sarah et Edith, ça, faut en entendre plus des histoires comme ça pour se sensibiliser. Donc, moi, j'ai la facile tâche d'arriver après tout ce beau monde-là, puis d'essayer de faire un peu, de ramener ça à savoir comment on pourrait intégrer tout ça dans nos interventions auprès des personnes qui ont des enjeux d'image corporelle ou qui vivent de la grossophobie. Donc, je vais commencer par vous parler en fait des deux objectifs qu'on va avoir aujourd'hui pour ma présentation. Le premier, c'est vraiment de réfléchir à son propre rôle de modèle. Je vais commencer par vous dire jusqu'à quel point doit-on être un modèle? C'est une bonne question, on va regarder ça ensemble. Puis l'importance aussi de travailler sur son propre rapport en tant qu'intervenant au corps et à la grossophobie. La deuxième partie, ça va être l'idée, ça va être d'essayer de nommer, d'identifier des gestes qu'on va pouvoir mettre en place puis qui vont contribuer en fait au développement d'une image corporelle qui va être positive. Puis à la prévention de la stigmatisation à l'égard du poids, je pense que j'ai besoin de vous convaincre de la stigmatisation et qu'elle existe. Donc, c'est le plan pour ma présentation. Je vais commencer en fait, avant de vous parler de mon premier point, réfléchir à son rôle de modèle, j'ai identifié 4 pistes que je vais vous présenter. Je trouve ça très particulier quand on intervient et qu'on a à considérer les enjeux d'image corporelle puis de grossophobie parce qu'en tant qu'intervenant, il n'y a pas beaucoup de situations où nous-mêmes, on vit dans le même contexte. C'est-à-dire, ça me fait beaucoup penser à quand il y a eu la COVID, puis que mes patients se sont mis à vivre des difficultés où leurs difficultés étaient exacerbées par la COVID. Puis je me disais, ben, moi aussi, comme psychologue, j'ai vécu la COVID. Donc, c'est comme s'il faut l'imaginer comme si on fait aussi partie de la même société qui contribue en fait à ces difficultés-là. Donc, on est un intervenant, mais on est un joueur d'un autre ordre aussi. Alors, bon, première piste, c'est jusqu'à quel point on doit être un modèle. Je trouve que c'est une bonne question à se poser. En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir aucun enjeu en lien avec l'image corporelle pour pouvoir bien intervenir? Ça voudrait donc dire que moi, en tant que psychologue, il faudrait que j'ai jamais vécu ni de symptômes de dépression, ni d'anxiété, ni aucun enjeu de santé mentale pour bien intervenir. Si je répondais oui à cette question-là, vous me voyez venir, c'est pas super réaliste. Surtout que c'est pas réaliste par rapport à l'image corporelle parce que là, je vais revenir en fait sur des statistiques que vous avez déjà vues avant moi, mais qui sont quand même assez importantes. Par rapport au pourcentage de Québécois qui souhaitent maigrir, peu importe leur poids, là, on parle de 65%. 45 se sentent angoissés, stressés ou malheureux en raison de leur poids, puis 37 qui sont obsédés par le contrôle de leur poids. Donc, si on regarde ces statistiques-là, ça comprend beaucoup de gens. Puis si on va un peu plus loin, puis on veut même aller voir en fait tout ce qui est lié aux fausses croyances envers les personnes grosses, vous avez déjà entendu parler de ça avant, mais je vous les répète, je pense qu'on ne peut jamais assez les entendre et les voir, que ce serait plus de la moitié des Québécois qui pensent que les personnes grosses sont soit pas en bonne forme physique, qu'elles mangent trop, qu'elles mangent mal, qu'elles sont inactives, que 37 aussi des Québécois jugent que les personnes grosses ont un mauvais contrôle d'elles-mêmes, puis 18 qui estiment que les personnes grosses sont paresseuses. Donc, fort probablement qu'on fait partie, vous et moi, de ces chiffres-là, ils sont trop élevés. Donc, c'est impossible de penser qu'on peut être un modèle complètement à l'extérieur de ces statistiques-là. Indépendamment de nos formations individuelles, on est tous imprégnés d'une façon ou d'une autre par la culture des diètes qui domine dans notre société. Alors, la réponse à la question, est-ce qu'on doit avoir aucun enjeu lié à l'image corporelle pour bien intervenir et pour être un bon modèle? La réponse est non. Mais il y a un gros mais. C'est ce mais-là que je veux qu'on aborde avec les autres pistes.
Donc, ça m'amène à vous parler de ma deuxième piste de réflexion quant à notre rôle de modèle. C'est reconnaître, en fait, la première chose, je pense, c'est reconnaître que le développement d'une image corporelle saine et positive, c'est un défi pour presque tout le monde. Donc, déjà là, ça met la table pour nos interventions aussi. Ce n'est pas nous qui sommes dans une position où on observe une difficulté en étant très extérieur à cette difficulté-là. On est nous aussi, à quelque part, touchés par ça. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça rend nos interventions beaucoup plus authentiques et efficaces à partir du moment où on reconnaît ça. Parce que on se pose en rôle de modèle, on se pose en rôle d'allié, en fait, par rapport à la problématique, au lieu d'en être vraiment extérieur. Ça dépersonnalise aussi le débat autour de l'image corporelle en la positionnant comme un enjeu de société. On l'a vu, on l'a entendu tantôt, tout ce qui touche à la gestion du poids, on personnalise beaucoup, on responsabilise les gens, on se dit que s'ils sont gros, s'ils ne sont pas minces, c'est de leur faute, ils ont juste à se prendre en main. Donc, en mettant cette réflexion-là en se disant, ben moi aussi, je réalise que je peux faire partie de la société en général qui a des difficultés. C'est un défi pour beaucoup de monde. Dans nos interventions, si on nomme ça, déjà là, on se positionne en allié face à une société qui a des enjeux par rapport, une obsession par rapport au poids. Mais ça rend nos interventions vraiment plus authentiques et efficaces. Puis finalement, ben, ça favorise vraiment plus un lien je dirais, de complicité puis d'entraide. C'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer de créer, vous avez beaucoup entendu parler de toute la stigmatisation qui est vécue par les gens qui sont en gros, qui ont des enjeux d'image corporelle. On ne veut vraiment pas répéter ça. Donc, l'idée de reconnaître ça comme un enjeu de société, on est plus avec la personne devant nous, un allié face à quelque chose versus nous qui émettons des affirmations ou des interventions. La troisième piste de réflexion que je veux vous proposer, vous avez appris beaucoup de choses importantes aujourd'hui qui vont vous aider dans vos interventions, mais aussi comme personne. Mais il y a quand même le fait, un point important qu'il faut reconnaître ses propres enjeux puis s'assurer qu'ils n'interviennent pas avec nos interventions. Donc, être conscient de ses biais, être conscient, on en a parlé beaucoup, là, de faire un petit exercice d'introspection, puis regarder qu'est-ce qui m'atteint là-dedans, qu'est-ce qui, moi, me fait réagir. Le but, c'est pas d'avoir aucun enjeu. Le but, c'est d'en être conscient avec toute l'honnêteté qu'on peut avoir envers nous-mêmes, de savoir où on se situe, d'avoir la bonne information, puis de devenir des bons disciples. Là, j'ai l'air de parler d'une religion, mais les bons disciples de la bonne information, puis pas propager les fausses croyances. Et il y a aussi une situation, par contre, que si, admettons, on se rend compte qu'on a des enjeux, puis ça semble interférer avec nos interventions, je pense que c'est pas un deal breaker, comme on dit, dans le sens que ça ne va pas changer le fait qu'on puisse intervenir. Je pense qu'il faut juste aller chercher de l'aide ou prendre des mesures. C'est-à-dire que là, je prends un exemple qui est peut-être plus extrême. Par exemple, si on a un trouble alimentaire, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais intervenir auprès de quelqu'un qui a un trouble alimentaire, mais au moment où notre trouble alimentaire est actif, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on peut vraiment prendre le temps, nous, de faire notre bout de chemin puis avoir ce bagage-là de plus, mais il faut que nos enjeux soient résolus. Et si on n'est pas certain, puis là, je vous vois déjà réfléchir et vous dire, ben, j'en ai des enjeux, mais est-ce qu'ils interviennent vraiment avec mes interventions? J'ai aucune idée, c'est comme une question difficile à répondre. Bien, demandez conseil, restez pas seul avec vos questionnements, parlez à une personne de confiance, allez en supervision. En fait, c'est de trouver un lieu où vous allez vous sentir en sécurité, un lieu bienveillant, où vous allez pouvoir être honnête par rapport à ça. Puis des fois, je trouve que ça peut même être des belles discussions d'équipe qu'on peut avoir par rapport à nos propres enjeux, comment on a tout notre historique, notre bagage aussi en tant qu'intervenant. Finalement, la quatrième piste, c'est de travailler sur c'est un peu la suite de la troisième, qui est de travailler en fait sur son propre rapport au corps et à la grossophobie. C'est sûr que là, je vous mets des suggestions de questions à se poser. L'idée, c'est pas de régler tout ça, ayez pas peur. C'est plus pour vous faire cette réflexion, en fait, par rapport à où vous en êtes. Donc, des questions à se poser, ça peut être quelle est la relation que j'entretiens avec mon corps? Est-ce que je me sens fière de mon corps? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que ça me crée de l'anxiété? Est-ce que ça prend beaucoup de place?
De quelle façon on est affecté, chacun, chacune, par la pression du modèle de beauté unique et réaliste qui est proposé. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est omniprésent, on le sait. Oui, ça prend beaucoup de place autant sur les réseaux sociaux que partout, dans tous les genres de médias et de publicité, mais c'est pas tout le monde qui est affecté par ça de la même manière. Est-ce que je me compare physiquement beaucoup aux autres? Ça, c'est quand même un indicateur par rapport à la place que ça peut prendre pour moi. Quel est mon discours intérieur avec mon corps, envers mon corps plutôt? C'est vraiment tout le discours intérieur, c'est la petite voix qu'on a là, à l'intérieur de nous qui peut nous dire des choses pas très gentilles des fois. Des fois, ça peut être gentil, mais si c'est un discours qui est négatif, donc t'es gros, t'es laide, t'es pas intelligente, tu vaux rien, ben ça, c'est quand même un indice aussi qu'on a un rapport avec notre corps sur lequel on pourrait peut-être travailler. Puis, quelle est ma position face aux personnes grosses? Parce que, en fait, j'entends beaucoup de gens qui vont dire, moi, là, je trouve ça beau, les gens gros, là, je suis content quand ils s'acceptent, je passe pas de jugement, mais moi, par exemple, pour moi, je serais pas confortable. Puis là, je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est la différence par rapport à toi? Ben, se poser cette question-là, on a parlé de grossophobie, je vais en reparler tantôt, mais ça fait en fait un peu les pistes de réflexion que je vous propose pour essayer en fait de voir, de travailler vos propres enjeux. Puis je vous dirais que c'est vraiment illusoire de penser qu'on peut avoir des enjeux qui ne vont pas interférer avec nos interventions. Les gens qui ont des enjeux, qui vivent de la grossophobie, on l'a entendu avec Sarah et Edith, puis même les gens qui vivent des enjeux d'image corporelle sont devenus très sensibles de par les expériences de vie qu'ils ont vécues à tous les discours un peu faux et peu authentiques. Alors, le mieux qu'on puisse faire, je pense, c'est être honnête. L'idée, c'est pas aller dans des confidences personnelles. Je vais clarifier ça, de faire des confidences sur notre parcours, mais de reconnaître que ça peut être des enjeux, de normaliser, de valider. Maintenant, ça, c'est vos pistes de réflexion par rapport à votre rôle de modèle. Donc, l'idée, c'est pas de se mettre de la pression, c'est de voir où on se situe, s'assurer que ça n'intervienne pas avec nos interventions. J'avais un dernier point. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ça, je trouve ça aussi important de le mentionner. C'est que dans notre position d'intervenant, quel que soit où on est, on se retrouve souvent dans une situation, je vais dire de pouvoir, c'est-à-dire on parle de grossophobie médicale, mais même dans d'autres contextes. Ça veut dire que nous, nos interventions vont peut-être avoir un peu plus d'impact qu'une personne qui n'a pas ce rôle-là dans la vie de la personne. Si quelqu'un vient nous voir, c'est pour de l'aide, pour un service, pour avoir du soutien. Donc, déjà, elle est plus fragile. Donc, ça, je voulais souligner cet aspect-là qui vient un peu renforcer l'idée qu'il faille travailler un peu sur notre propre rapport au corps et à la grossophobie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est les gestes petits et grands. J'ai aimé ce titre-là qu'on m'a proposé parce que c'est vrai qu'il y en a des petits et des grands pour contribuer au développement d'une image corporelle positive, puis surtout prévenir la stigmatisation à l'égard du poids. J'en ai identifié 7, c'est vraiment mon chiffre à moi, là, mais pour moi, je pense que c'est les plus saillants. Avant de vous parler du premier, je veux juste vous spécifier à quel point tout ce que vous apprenez aujourd'hui, ce qu'on appelle la psychoéducation, va faire un énorme bien aux personnes que vous allez croiser, que vous allez aider. Je vous dirais tout ce que vous savez sur les enjeux d'image corporelle, de grossophobie, partagez-le. Ça va valider, ça va normaliser tellement de choses qu'après ça, toutes les interventions subséquentes que vous allez avoir, ça va comme avoir ouvert le chemin, en fait. Ça va mettre la table pour vraiment pouvoir parler puis travailler ces enjeux-là qui sont vraiment pas faciles. Donc, le premier geste, je reviens un peu là-dessus, mais c'est vraiment consciemment comprendre notre obsession de société avec la minceur et ses répercussions. C'est pas un exercice facile à faire. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, je dirais, de méritocratie, là, où la minceur, c'est devenu le symbole de notre réussite dans la société et de notre valeur en tant qu'individu. Donc, ça, c'est un conditionnement qui est là depuis qu'on est très, très jeune. Ça passe, quand je vais voir les jeunes dans les écoles, là, je leur fais une démonstration, ça passe par les jouets, ça passe par les personnages, ça passe par tout un conditionnement, en fait, qui a vraiment tout un impact. Donc, de comprendre cet enjeu-là, ça vient nuancer aussi beaucoup de nos interventions. Le fait que la grossophobie, elle reste acceptée et encouragée, ce que je veux dire par là,
c'est qu'on en parle beaucoup plus. C'est un sujet qui est beaucoup plus sur la place publique et tant mieux, mais il reste beaucoup à faire. Alors, je veux comme que vous trouviez un entre-deux entre à être heureux que les choses avancent, mais de continuer en ayant l'idée qu'il faut continuer à pousser, il faut continuer à avancer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le troisième point, c'est bon, toute l'idée que comprendre derrière l'obsession, on en a aussi, on l'a effleuré tout à l'heure. Sous l'étiquette de la santé se cache la culture des diètes puis de la minceur. Donc, peut-être que des fois, on va se sentir plus à l'aise d'aborder tout ce qui touche l'image corporelle ou les comportements en se disant, ben c'est pour ta santé ou manger santé. On va parler de vocabulaire tout à l'heure. Essayez vraiment de comprendre que ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler les enjeux d'image corporelle et de grossophobie. Puis, ça aussi, ça a été mentionné qu'il y a plusieurs industries qui capitalisent sur notre obsession puis contribuent à l'entretenir. Ça devient mêlant pour les gens quand on intervient auprès d'eux. C'est comme si on leur transmet un message qui a l'air à l'opposé de tout ce qu'ils entendent partout. Mais ça, il faut le valider, il faut dire c'est vrai. C'est vrai, en fait, que les industries, que ce soit de l'amaigrissement, que ce soit de l'entraînement, c'est des industries tellement lucratives qui ont le pouvoir de nous bombarder de messages. Fait qu'on a vraiment l'impression que c'est le message, c'est la vérité, mais ça ne l'est pas. Mais ça, il faut le nommer pour que nous, nos interventions, puis nous, ce qu'on veut placer ait quand même de l'impact. Ensuite, reconnaître qu'il y a de la réelle discrimination à l'égard des personnes grosses, ça, je pense que c'est, on en a beaucoup parlé, je ne reviendrai pas trop sur ça, mais de vraiment comprendre, je pense qu'avec le témoignage de Sarah, puis avec Edith, on comprend jusqu'où ça peut aller, donc d'être vraiment très sensible à cet enjeu-là. Le deuxième geste, ça va être de déconstruire les fausses croyances. On en a abordé quand même plusieurs aujourd'hui. Je vais vous parler peut-être plus des principales ici. Je dirais que c'est... Je disais tout à l'heure qu'on est conditionné vraiment depuis un jeune âge à entretenir des fausses croyances. Donc, ça aussi, il faut le normaliser, de dire, écoute, on est un peu tous pris là-dedans. C'est comme un peu un conditionnement dont on n'a pas été avisé, on ne nous a pas demandé notre permission. Alors, tout ce qui a été abordé, là, Benoît Arsenault l'a abordé aussi, mais que le corps qui n'est pas aussi malléable qu'on nous le laisse croire, qu'il y a plusieurs facteurs qui sont tellement hors de notre contrôle, qui influencent notre poids. Surtout l'idée d'arrêter de perpétuer l'idée que chaque personne est entièrement responsable de son poids, puis c'est sa responsabilité de se prendre en main. Ça, je pense qu'on a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Ça a été beaucoup élaboré, mais je le ramène aussi. Quand je dis les fausses croyances, c'est des gestes qu'on peut poser pour nous, mais auprès des gens avec qui on intervient aussi. Abolir tout ce mythe-là qui est tellement fort dans notre société, qu'être mince, ça veut dire être en santé, puis être gros en mauvaise santé. Et la réalité de la diversité corporelle, c'est-à-dire que ça, c'est l'autre côté, en fait, du fait de responsabiliser les gens, c'est de dire, malgré ce que tu fais, on n'est même pas supposé de tous avoir le même corps, on n'est même pas supposé rentrer tous dans le même moule. Donc, ça, c'est important de le nommer clairement. Il faut savoir aussi que les personnes grosses à tort, dès un jeune âge, sont vraiment traitées d'une certaine façon qui a perturbé beaucoup leur relation avec l'alimentation, leur relation avec l'activité physique, à un point où pour la majorité, je vous dirais que c'est rendu même aversif. Alors, prendre le temps d'une étape à la fois là, de tout déconstruire, mais de peser ses mots, ça a l'air peut-être très, très minutieux, mais il y a une raison pour ça, parce que derrière l'historique de ces gens-là, il y a beaucoup de trauma, il y a beaucoup de souffrance. La stigmatisation fait de grandes blessures, en fait. Alors là, nous, on va travailler là-dedans. Fait qu'il faut vraiment y aller d'une façon qui va être hyper respectueuse. Le troisième geste, c'est accepter de travailler sur sa propre grossophobie. Ça, c'est ce que je veux dire par là, en fait, c'est que même si on pense que nous, on ne l'est pas, je pense qu'il faut creuser un petit peu plus pour voir nos propres mythes, nos croyances, puis réaliser que ça affecte nos actions, même si on pense que non, si on a des pensées grossophobes. Ça affecte surtout notre capacité à être empathique.
je pense, ouvert d'esprit, curieux, par rapport à des aspects d'une personne que peut-être on ne verrait pas. On a parlé de grossophobie médicale, mais par exemple, si j'évalue une personne qui vient me voir, une personne vient me voir pour quelle que soit la raison, et que je m'arrête trop à la problématique de son poids, je vais peut-être manquer des aspects importants de son histoire. Justement, est-ce qu'elle a vécu des traumas? Est-ce qu'elle a un trouble alimentaire? Qu'est-ce que c'est son historique de vie? Dans quel environnement familial elle a grandi, scolaire? Tous des éléments qui pourraient me donner plus d'informations pour mieux l'aider. Donc, c'est là où c'est important de vraiment travailler sur ça. Puis savoir identifier la discrimination envers les personnes grosses. Vous allez me dire, OK, on a compris, là, on sait comment l'identifier. Oui, mais je vais vous mettre l'emphase sur des choses que moi, j'entends beaucoup parler, les microagressions reliées au poids aussi. Donc, tu sais, c'est les petites paroles qui ont l'air banales des fois, les petits gestes qui se font un peu sous le thème de la blague, mais qui sont vraiment vécus comme blessants puis offensants. Ça peut être des fois les regards méprisants, les gens qui vont imiter quelqu'un d'autre dans leur démarche ou leur façon de se déplacer, rire d'une personne. Donc, être conscient de la discrimination, c'est aussi aller plus loin. C'est aller voir la discrimination, peut-être qu'on va juger, je vais dire, plus évidente, là, ou peut-être plus facile à détecter. Mais ça aussi, je pense qu'il faut être sensible à ça. On a parlé de la grossophobie internalisée là, ou intrapersonnelle tout à l'heure. Donc, ça, c'est celle qui est assimilée par une personne qui va faire qu'elle va se traiter elle-même d'une façon qui va être dénigrante. Donc là, tu vas être très sensible à ces choses-là, puis pour que finalement, en fait, on puisse dénoncer la discrimination. Donc, ultimement, pouvoir identifier la discrimination sous toutes ses formes, au final, c'est pour pouvoir la dénoncer. Alors, ce qu'on veut, c'est la dénoncer dans nos petits milieux, la dénoncer entre nous par des petits gestes. Puis je pense que c'est tout ça, que si on réussit à mettre ça en place, ça va faire en sorte qu'on va vraiment faire une différence. Le quatrième geste, en fait, dont je voulais vous parler, c'est de recadrer nos interventions en lien avec le corps, l'alimentation et l'activité physique. Donc, faire preuve d'empathie dès le début, j'espère que je vous ai convaincu du fait qu'il faut être très sensible au vécu des personnes, par exemple, qui ont vécu de la grossophobie ou des gens qui ont des enjeux d'image corporelle. On est dans une société qui encourage, en fait, les mauvais comportements. Donc, nous, on en vient vraiment à contre-courant. On essaie, souvent, il y a beaucoup de méfiance, je dirais, là, de la part des gens qu'on voit. Donc, beaucoup d'empathie, prudence avec l'utilisation du concept de santé. Ça, je pense qu'on l'a beaucoup dit. Peut-être y aller avec d'autres genres d'interventions par rapport à plus à des comportements qui font du bien, à essayer de voir la fluidité de certains comportements, comment les gens se sentent, comment on peut aider à se sentir mieux. Nuancer le concept d'aimer son corps versus le respecter, ça aussi, ça a été abordé. Moi, j'aime beaucoup, on parle vraiment du mouvement de body positivity qui a été un peu amené trop loin. Donc, cette espèce d'objectif que je trouve qui peut souvent être trop intense, qui est d'aimer son corps à tout prix. Moi, j'aime beaucoup pousser, en fait, pour que souvent, on va vouloir tellement réparer ce qu'une personne grosse, par exemple, a vécu. On va lui dire, voyons, aime-le ton corps, regarde ce que tu peux faire avec. Oui, mais des fois, c'est trop difficile. Donc, l'étape en dessous, c'est juste de dire, es-tu capable de le respecter? D'être bienveillant envers ton corps, juste de ne pas le dénigrer. Est-ce qu'on peut commencer avec ça? Alors, des fois, ça, c'est une intervention qui peut être un bon début. Dans le recadrer des interventions, je voulais aussi faire un petit aparté par rapport au concept des bons et des mauvais aliments. On n'est pas allé beaucoup dans l'alimentation, mais veut pas, quand on évalue, des fois, on va poser certaines questions. On doit essayer de ne pas y aller avec cette espèce de dichotomie-là de bons et mauvais aliments. Puis après ça, si on a parlé d'alimentation, y aller plus avec, il y a des aliments qui nous donnent de l'énergie pour fonctionner à notre plein potentiel. Il y a des aliments plaisir qu'on va tout autant inclure dans notre alimentation, mais qui ont une autre fonction. Puis il y a aussi le fait que je pense que Benoît Arsenault en a parlé, puis comprendre que quand on intervient puis on parle d'alimentation, il y a quand même un aspect socio-économique important qui fait que certains aliments, que ce soit des fruits, des légumes, surtout depuis la pandémie, qui ne sont pas accessibles à tous. Donc, d'avoir cette sensibilité-là aussi. Puis, de promouvoir, en fait, l'activité physique, mais avec une optique de plaisir puis de sensation de bien-être au lieu d'être axé sur l'obligation et les résultats.
5e geste, revoir son vocabulaire. Alors, je vous en ai mis, ça a été abordé ça aussi. Je vous ai mis quelques petits rappels en lien avec le corps, par exemple. L'utilisation du mot gros, grosse, on en a parlé. Je suis du même avis que mes collègues. Donc, peut-être essayer de redéfinir pour nous ce que ça veut dire, d'être en mesure de l'utiliser sans le côté péjoratif. Abolir idéalement tout ce qui est obésité, surpoids. Des fois même, on peut être maladroit puis essayer d'utiliser des mots qui sont plus familiers, comme être grassouillette, un peu toutoune. Ça, je vous dirais à éviter ce vocabulaire-là qui restigmatise tout simplement. Puis peut-être, si on ne sait pas quel vocabulaire utiliser, demandons-le. Dis comment tu veux qu'on nomme telle chose. Toi, qu'est-ce qui est confortable pour toi comme vocabulaire? Puis en lien avec les aliments, je trouve que le vocabulaire est important dans notre société de culture des diètes. J'aime bien qu'on évite les étiquettes comme manger santé ou à l'opposé, manger des cochonneries. Puis tous les verbes que moi j'observe qui sont utilisés pour certains types d'aliments qui vont souvent être interdits à tort, comme se claquer une poutine, s'enfiler un dog, manger de la scrap, ces choses-là. Des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment super anodin là, dans notre vocabulaire, mais c'est vraiment quelque chose que je vous invite à être sensible par rapport à ça. 6e geste, je sais, je ne veux pas trop déborder, je me dépêche. Ça aussi, on en a quand même parlé aussi. Ben, ça, je ne reviendrai pas trop parce que je pense que avec l'expérience de Sarah et l'intervention d'Edith, c'était super clair, mais je vous invite à repérer vraiment les limites des installations, des installations dues à la grossophobie institutionnelle dans votre environnement de travail. Je vous parle du personnel à l'accueil parce que c'est arrivé souvent que certains de mes patients m'ont dit des fois, j'ai l'impression d'être regardée d'une certaine façon, je sens un malaise. Donc, tout ce qui est mobilier, instruments de travail, dans les écoles aussi, on en a parlé, mais tout ce qui est les vêtements d'uniforme, même les chaises pour certains élèves. Avoir vraiment cette sensibilité-là. Puis éduquer les personnes avec qui vous travaillez. Là, aujourd'hui, vous repartez avec un énorme bagage. Donc, propager la nouvelle. Je parlais d'être d'un bon disciple. Je pense que c'est vraiment ça. Puis de mettre en place des bonnes pratiques. Je pense que ça, c'est super important. Finalement, le dernier geste que je vous propose, c'est de connaître les ressources disponibles. Puis en fait, ce que je vous suggère, c'est vous-même, là, partez à la recherche, constituez-vous une banque de ressources, vous allez en obtenir beaucoup aujourd'hui, vous en avez déjà peut-être, mais les réseaux sociaux ont souvent mauvaise presse. On dit qu'ils sont néfastes et c'est vrai pour certains côtés, mais il y a aussi des très beaux côtés des réseaux sociaux. Il y a des groupes d'entraide, il y a des personnes qu'on peut suivre qui vont nous inspirer. Donc, allez chercher vous aussi, promenez-vous. Tous les mouvements qui mettent en valeur pour la promotion de valeurs plus positives, de mouvements positifs. Allez voir, soyez au courant, puis compilez-vous une petite banque que vous pourrez partager après avec les gens avec qui vous intervenez. Alors, finalement, en résumé, mon Dieu, je vais vraiment trop vite avec ma petite flèche. Alors, en résumé, un peu ce que je voulais que vous partiez avec c'est d'évaluer et travailler sur votre propre rapport au corps et à la grossophobie, que vous réussissiez à identifier et à déconstruire vos fausses croyances, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'ils interfèrent avec vos interventions. S'éduquer, c'est ce que vous faites en ce moment sur les déterminants du poids, sur notre obsession de société envers le contrôle du poids et du corps. Puis, ultimement, tout ça pour que vous puissiez mettre en place des mesures qui vont être favorables au développement d'une image corporelle positive. Alors, je vous remercie beaucoup et je finis par vous dire, on l'a dit au début, je suis la fondatrice de Bien avec mon corps. Donc, nous, on a beaucoup de ressources, on est un OBNL, principalement pour les jeunes. Alors, du contenu qui est un peu plus irrévérencieux. On essaie pour faire passer le message. Si vous avez des questions par rapport à Bien avec mon corps, n'hésitez pas, là, je vais être là pour répondre.